La Belgique réfléchit à un système pour se défendre contre les incursions de drones. Le pays en a subi plusieurs ces derniers jours. La Russie est soupçonnée. Le retrait partiel des troupes américaines de Roumanie n'a rien d'inquiétant selon le chef de l'OTAN. Mark Rutte affirme que Washington reste déterminé à défendre le flanc oriental de l'Alliance. C'est l'homme le plus riche du monde et il est en passe de devenir le premier trillionnaire de l'histoire. Lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Tesla jeudi à Austin, capitale du Texas, le PDG du constructeur automobile Elon Musk s'est vu accorder un plan de rémunération susceptible de lui rapporter plus de 1000 milliards de dollars en 10 ans. Un vote qui fait suite à des semaines de débats sur les compétences d'Elon Musk en tant que dirigeant et sur le bien fondé de tels revenus. En septembre dernier, le pape Léon XIV lui-même pointait l'inégalité salariale qu'impliquerait une telle rémunération, de nouveau dénoncée ce mercredi par des opposants lors d'une manifestation devant le Parlement du Texas à Austin. D'une durée de 10 ans, le plan comprend 12 tranches conditionnant l'attribution d'actions à Elon Musk à des objectifs financiers et industriels. La dernière prévoit une capitalisation boursière de 8500 milliards de dollars, actuellement évaluée à 1000 milliards de dollars, ou encore la vente de 20 millions de véhicules contre 8 millions aujourd'hui. Plus tôt cette semaine, un rapport européen révélait une nouvelle chute des ventes de Tesla en Europe au mois d'octobre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé jeudi les sanctions contre le président syrien par intérim Ahmed al-Shara. Cette résolution proposée par les États-Unis intervient à quelques jours de la première visite officielle du dirigeant syrien à la Maison-Blanche. Ahmed al-Shara était le chef de la milice djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, qui a renversé l'ancien président Bachar al-Assad en décembre 2024, après 14 années d'une guerre civile sanglante. Le groupe islamiste a été retiré de la liste américaine des organisations terroristes en juillet. Par la résolution de jeudi, les Nations Unies saluent les efforts déployés par le gouvernement d'Ahmed al-Shara pour lutter contre les groupes terroristes en Syrie, dont Al-Qaïda et l'État islamique. La décision a été approuvée par 14 voix pour et une abstention, celle de la Chine. Pour l'ambassadeur de Pékin, le Conseil de sécurité n'a pas suffisamment pris en compte la situation sécuritaire fragile en Syrie, où des affrontements communautaires ont fait des centaines de morts ces derniers mois. Les forces armées ukrainiennes auraient mené des frappes et endommagé la raffinerie de pétrole russe de Volgograd dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques récentes visant le secteur énergétique du Kremlin que Kiev considère comme la principale source de financement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Des photos et des vidéos ont circulé sur Telegram des habitants signalant avoir vu des drones et des roquettes ainsi que des systèmes de défense aérienne actifs. Le gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov, a déclaré qu'une personne avait été tuée par des éclats d'obus. La raffinerie se situe à 450 km des troupes ukrainiennes stationnées dans les territoires orientaux contrôlés par l'Ukraine à Donetsk et joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en carburant de l'armée russe. L'Ukraine aurait également ciblé une centrale thermique à Volgorechsk, à environ 750 km de ses territoires les plus à l'est, démontrant ainsi l'importante portée de frappe de Kiev en profondeur de la Russie. Des informations font également état d'une autre frappe visant un dépôt pétrolier russe dans la péninsule de Crimée, annexée. Parallèlement, les attaques russes continuent de viser les villes ukrainiennes. 8 personnes ont été blessées et plusieurs incendies se sont déclarés après une attaque menée dans la nuit par les forces russes contre Kamiansk, dans la région de Dnipro. Selon les autorités locales, les attaques ont ciblé des habitations et des véhicules civils. Le chef de l'OTAN minimise le retrait partiel des troupes américaines de Roumanie, affirmant que leur présence en Europe reste plus importante que jamais. Lors d'une visite à Bucarest mercredi, Mark Rutte a souligné que l'armée américaine procède régulièrement à des ajustements de ses troupes. Pour le chef de l'OTAN, Washington reste déterminé à défendre le flanc oriental de l'Alliance. À tout moment, entre 80 et 100 000 soldats américains sont stationnés en Europe. Many more US forces on the continent than before 2022, and you have seen the commitment by President Trump and his administration made very clear at the summit in The Hague of his total commitment to NATO and to our joint endeavors. Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière le retrait d'une brigade précédemment stationnée en Roumanie.
Selon Washington, cette décision est un signe positif de la responsabilité accrue de l'Europe dans sa propre défense. Une position partagée par le président roumain Nicu Jordan. Selon lui, l'Union est capable de procéder à des mouvements rapides et de grande ampleur, comme le montrera un exercice de l'OTAN qui mobilisera quelques 5000 soldats ce mois-ci en Bulgarie et en Roumanie. Programul Sentinela Estică sau a Estului înseamnă, pe de o parte, mai multe capacități militare, more capabilities, a spus, și pe de altă parte, oameni atunci când este nevoie. L'OTAN a considérablement renforcé sa présence sur le flanc oriental de l'Europe après le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. La Belgique a convoqué un conseil national de sécurité après que des drones ont été repérés au-dessus de bases militaires et d'aéroports ces derniers jours. Pour faire face à cette menace, les autorités envisagent de créer un centre de surveillance de l'espace aérien et d'introduire l'enregistrement obligatoire de tout engin volant. Ces incursions de drones ont eu lieu alors que l'UE fait pression sur la Belgique pour qu'elle confisque les avoirs russes gelés détenus par Euroclear à Bruxelles afin que les prêts à la reconstruction de l'Ukraine puissent être accordés. Malgré l'absence de preuves, la Russie est largement soupçonnée d'être à l'origine des incidents liés aux drones. You must ask yourself who has benefited from this, and this is definitely Russia. I think the effect that they seek is double. One, it's intimidation of our decision makers, perhaps linked to the decisions that has to be made about Euroclear. And two, it's to try to divide the public opinion. Perhaps some people would be inclined to say, well, if only we drop Ukraine, then we will not have this problem. Le ministre belge de la Défense devrait présenter vendredi un plan d'investissement de 50 millions d'euros pour une initiative anti-drone. La Belgique envisage également d'abattre tout drone qui sera surpris dans son espace aérien. Belgium specifically has learned that we need a legal framework that allows to shoot down drones, and of course we actually need the military capacity that can do this, and this will now be speeded up so that we will be ready very soon to deal with it. L'ambassade de Russie à Bruxelles a nié toute implication dans les opérations de drones dans l'espace aérien belge. Des incursions de drones ont récemment eu lieu dans de nombreux pays européens tels que le Danemark, l'Allemagne et la Norvège. La Pologne et la Roumanie ont déjà décidé de déployer de nouveaux systèmes d'armes pour se défendre contre ces drones. Le pape Léon XIV a reçu au palais apostolique le président palestinien Mahmoud Abbas. Cette rencontre intervient alors que le Saint-Siège et l'État de Palestine célèbrent le 10e anniversaire de leur accord global. Au cours de l'audience, le pape et Mahmoud Abbas ont exprimé leur profonde inquiétude face à la situation dans la bande de Gaza, insistant sur l'urgence d'apporter une aide humanitaire à la population civile et sur la nécessité de travailler à une solution politique durable. Le communiqué du Vatican souligne la priorité donnée à la paix et à l'issue d'un accord basé sur la création de 2 États. Cette rencontre prévue depuis plusieurs semaines marque la première entre le pape Léon XIV et le président palestinien depuis son élection. Avant de se retrouver au Vatican, les deux dirigeants avaient déjà échangé par téléphone le 21 juillet dernier. Le pape avait alors rappelé les principes essentiels de toute négociation diplomatique, le respect total du droit international humanitaire, la protection des civils et des lieux saints et l'interdiction de tout recours aveugle à la force ou de transfert forcé de population. La visita di Abu Mazen, presidente dello Stato di Palestina in Vaticano giovedì, è servita soprattutto a sottolineare la vicinanza della Santa Sede alla questione palestinese. Di questo si è parlato nell'incontro con Papa Leone XIV, così come della soluzione della guerra a Gaza. Nelle prossime ore Abu Mazen incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Dans la nuit du 13 au 14 janvier 1993, le ferry Jan Revelius quittait le port polonais de Świnoujście à destination d'Ista en Suède. Un début de traversée de la mer Baltique qui aboutit à la plus grande catastrophe maritime en temps de paix de l'histoire de la Pologne, portée à l'écran dans la nouvelle série de Netflix Revelius, disponible sur la plateforme depuis ce mercredi. Spora część tego serialu jest dedykowana tej katastrofie i ją pokazuje, ale też jeszcze większa część tak naprawdę dotyczy tego, co się działo potem. Opowiada o ludziach, którzy zostali na lądzie, którzy stracili bliskich, także o ludziach, którzy przeżyli katastrofę. Jest to nie tylko film katastroficzny, ale jest to też dramat, po prostu dramat społeczny, dramat sądowy.
Bien qu'il s'agisse d'une fiction, la série s'efforce de restituer au plus près la réalité des faits. Kasper Bajon, który jest autorem scenariusza, przewertował dziesiątki akt, rozmawiał z bardzo wieloma osobami, których ta katastrofa dotyczyła, więc tu jest bardzo dużo prawdy. La production se distingue par des moyens colossaux, 120 personnages, 300 figurants et un large éventail d'effets spéciaux. Skala ilości ujęć w pełni cyfrowych, zwłaszcza ujęcia Heweliusza Promu płynącego w nocy w pełnym sztormie, to były bardzo trudne ujęcia i takiego filmu posiadających ponad 60 ujęć w pełni cyfrowych nie wiedziałem. Ponadto w całym serialu było około 1000 ujęć łącznie, które wymagały różnego rodzaju cięższych bądź lżejszych udziału efektów specjalnych, więc pod tym względem na pewno jest to serial wyjątkowy. Ja myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku jako Polska, ponieważ przynajmniej my z produkcji na produkcję robimy filmy bądź seriale, które mają coraz większy udział efektów specjalnych, co z punktu widzenia stopnia skomplikowania dla nas jest dość istotne, ale też ogólnie jakościowo te produkcje są coraz lepsze, dobrze zrealizowane i coraz większym rozmachem. Le projet reflète le dynamisme de l'industrie audiovisuelle polonaise. 95% tego serialu powstało w Polsce, polskimi rękami i wydaje mi się, że branża jest konkurencyjna absolutnie w skali europejskiej czy światowej. My tu żadnych kompleksów nie mamy. Heweliusz est à découvrir dès maintenant sur Netflix.